Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 2 septembre. 697e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Au moins 80 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis ce matin, dont plus de la moitié attendant de recevoir des aides humanitaires. La Belgique va reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies ce mois-ci. Pour le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, cette décision fait suite au drame humanitaire en Palestine et particulièrement à Gaza. Téhéran annonce que les négociations entre l'Iran et l'AIEA n'ont donné aucun résultat jusqu'à présent, exhortant les Européens à revoir leur position sans aucune influence étrangère. À J-2 de l'ouverture de la foire commerciale intra-africaine à Alger, le Premier ministre algérien par intérim, Sifir Reyeb, effectue une visite d'inspection au palais des expositions des Pins maritimes dans la capitale pour s'enquérir des derniers préparatifs. Et puis dans le conflit russo-ukrainien, Volodymyr Zelensky rencontre jeudi plusieurs dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine, à l'heure où Vladimir Poutine affirme qu'un consensus pour assurer la sécurité de la Russie et de l'Ukraine est possible. Bonjour à tous, l'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 697e jour consécutif. L'entité sioniste a poursuivi ses bombardements sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 63 633 martyrs et 160 914 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 76 martyrs et 281 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Parmi ces victimes, au moins 20 qui attendaient de recevoir des aides humanitaires. Et ce mardi, les forces de l'entité sioniste ont multiplié les raids depuis ce matin sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne, faisant plus de 80 martyrs, dont plus de la moitié rien que dans la ville de Gaza. Pendant ce temps, la famine causée par le blocus imposé par l'entité sioniste à la bande de Gaza continue de faire des victimes. Au cours des dernières 24 heures, au moins 15 Palestiniens, dont 3 enfants, sont tombés en martyrs à cause de la famine et de la malnutrition aiguë provoquée par l'occupant. Les bombardements, la famine, mais aussi les maladies. Chaque jour, de nombreux Palestiniens succombent à des maladies liées à la malnutrition aiguë et provoquées et aux conditions d'hygiène. Outre le nombre alarmant de patients, les hôpitaux doivent aussi gérer l'apparition de nouveaux virus. Souhila Kilal. Une salle d'attente pleine à craquer, des enfants aux mines pâles et aux traits tirés. Certains sont en pleurs. Ils souffrent de différents symptômes grippaux. Toux, vomissements, fièvre. Ces signes cliniques peuvent paraître bénins, voire même anodins. Mais à Gaza, ces cas peuvent devenir très graves vu l'absence de soins, mais également l'état d'affamation avancé des enfants dont l'immunité est au plus bas. Il a la poitrine fragile, sa température est élevée et il tousse. Tous ses frères et sœurs sont dans le même état, c'est à cause des conditions, de l'environnement et de la malnutrition. Les parasites se sont largement répandus, diarrhée, vomissements, gastro-entérite. La grippe s'est également propagée de manière effroyable. Il faut des médicaments et de la nourriture pour les enfants. Leur santé est fragile et ils n'ont aucune immunité.
Cette infection virale ressemble à la grippe. Ce virus entraîne une forte surpopulation des hôpitaux. Les patients sont admis dans le couloir, sur le matelas, à même le sol. Parfois, les médecins sont contraints de refuser les admissions en raison de la surpopulation du service pédiatrique. D'autres cas de maladies contagieuses ont été recensés par les médecins, notamment des infections cutanées. Des syndromes neurologiques dus à des virus ont également été constatés. La recrudescence des maladies infectieuses est principalement due à la détérioration des conditions d'hygiène, à la contamination de l'eau et l'absence d'assainissement dans des camps surpeuplés. Nous avons de nombreux cas d'infections cutanées comme l'impétigo, la folliculite et les abcès. Nous avons découvert de nombreux cas de syndrome de Guillain-Barré ou de paralysie flasque aiguë, due à la contamination de l'eau et des patients par les égouts. Nous avons aussi découvert de nombreux cas de méningite ces 3 derniers mois, liés à la surpopulation, à la malnutrition et au manque de vitamines. Malgré l'annonce d'une prétendue levée partielle du siège sioniste, des quantités infimes de médicaments arrivent dans l'enclave palestinienne, rendant impossible toute prise en charge médicale. L'OMS avait signalé le 29 août dernier qu'elle était à court de fournitures médicales essentielles pour traiter une augmentation des cas d'un syndrome rare provoquant une paralysie chez les enfants de Gaza. La ville de Gaza que l'entité sioniste souhaite envahir est soumise à des bombardements incessants, une situation qui pousse des centaines de milliers de Palestiniens à fuir leur foyer pour tenter de survivre. Ils font face à des conditions de vie extrêmes, pénurie, insécurité et désespoir. Gaza vit une crise humanitaire majeure à huis clos. Maria Sugar. Sous les toiles usées par le vent et la poussière, des milliers de Palestiniens tentent de survivre. Des tentes de fortune placées à la hâte sont devenues leur seul refuge après plusieurs déplacements forcés. Chaque famille ici essaye de recréer un semblant de vie, mais les conditions sont insoutenables. Manque d'eau, d'électricité, absence totale de sécurité. Il y a des enfants, des personnes âgées, des handicapés qui n'ont rien fait de mal pour justifier leur situation de sans-abri et qui meurent ainsi. La vie est devenue si difficile. Il n'y a plus de moyens de subsistance, plus de nourriture, plus de soins, plus d'eau. Notre quartier a été bombardé, des obus tombés au hasard. Nous avons dû quitter la maison et nous la quittons encore aujourd'hui à cause de ces bombardements. Mes petits-enfants sont hospitalisés. Au milieu des ruines et des bombardements, ces Palestiniens ne trouvent plus leurs repères. Ils ne trouvent plus que des tentes précaires qui sont souvent la cible des bombardements sionistes. Des sans-abri, c'est ce que le génocide a fait d'eux quand ils sont rescapés. Nous avons souffert du déplacement. Nous avons été déplacés plus d'une fois pendant la guerre, environ 10 à 15 fois. À chaque déplacement, l'âme se retire du corps. Nous sommes déplacés d'un endroit inconnu à un autre, d'une tragédie à une autre. Nous sommes devenus une famille sans abri. Honnêtement, nous avons atteint un point où la mort est préférable au déplacement. Nous sommes déjà morts. Nous attendons notre tour. Le déplacement ici n'est pas une fuite, mais un exode forcé imposé à tout un peuple. L'histoire de Gaza se lit désormais à travers les yeux de ses enfants, condamnés à connaître l'exil au lieu des écoles, la faim au lieu des jeux, la peur au lieu des rêves. Des enfants qui grandissent exilés à l'âge du génocide. Tous ces déplacés sont confrontés quotidiennement au défi de la survie. Dans le camp de réfugiés d'El Bouraïdj, au centre, les Palestiniens font chaque jour la queue pour espérer étancher leur soif. Ils doivent s'approvisionner en eau depuis le seul camion-citerne mis à leur disposition par l'Office des eaux des municipalités côtières de Gaza. Amal Amazian Zitouni. En plein été, Gaza est assoiffée. L'accès à l'eau devient un défi quotidien pour des centaines de milliers de Palestiniens. La pénurie d'eau potable atteint un niveau critique dans l'enclave. Dans le camp de réfugiés de Bouraïdj, les Gazaouis font la queue pour s'approvisionner en eau potable auprès d'un camion-citerne.
Nous souffrons d'une pénurie d'eau depuis le début de la guerre. Nous avons un manque cruel d'eau potable. Je suis venue ici tôt, à 6 heures du matin, pour faire la queue, afin de réussir à avoir de l'eau et rentrer chez moi tôt. Le camion-citerne vient une fois par semaine et cela suffit à peine. Certaines personnes obtiennent de l'eau et d'autres non. La plupart des puits souterrains sont détruits et les gens n'en tirent rien. Dans la bande de Gaza, les réseaux d'eau et les puits sont détruits par les bombardements et les stations de dessalement ne fonctionnent plus, vu qu'elles sont privées d'électricité. L'entrée d'eau dans la bande de Gaza est bloquée par les restrictions sionistes. La quantité d'eau disponible dans l'enclave est dramatiquement insuffisante. En plus d'une quasi-absence de produits de première nécessité, notamment la nourriture et les médicaments. Nous manquons de tout ce qui est nécessaire à la vie. Nourriture, boissons, abris, eau potable, médicaments, salles de bain et articles de toilette. Dans la bande de Gaza, nous ne vivons pas comme le reste du monde. Le bourreau sioniste continue d'utiliser l'eau comme arme de guerre, aggravant ainsi la crise humanitaire installée dans la bande de Gaza depuis le début du génocide. Au volet diplomatique, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a appelé à une action urgente au Parlement exigeant un arrêt immédiat des nouvelles opérations de l'entité sioniste à Gazaville, avertissant que chaque semaine apportait de nouvelles horreurs. Madam Deputy Speaker, I recognise that this only touches the edges of this catastrophe. Madame la vice-présidente, je reconnais que cela ne fait qu'effleurer la catastrophe. Nous savons tous qu'il n'y a qu'une seule issue, un cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu immédiat qui transformerait l'acheminement de l'aide. Nous le savons, nos alliés américains et européens le savent, nos partenaires du Golfe le savent aussi. Et je travaille jour et nuit avec eux pour instaurer un cessez-le-feu et un processus politique plus large afin d'instaurer une paix durable. Pour pérenniser un cessez-le-feu, nous avons besoin d'un mécanisme de surveillance. De nouvelles opérations militaires dans la ville de Gaza ne feront que prolonger et aggraver cette crise. C'est pourquoi, avec nos partenaires, nous exigeons l'arrêt immédiat de cette opération. Chaque semaine apporte son lot de nouvelles horreurs. Et je vous en parlais en titre, la Belgique va reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies durant ce mois de septembre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, soulignant que cette décision faisait suite au drame humanitaire en Palestine en général et particulièrement à Gaza. Les Belges, eux, semblent soutenir la décision prise par leur gouvernement de reconnaître l'État de Palestine, même si pour certains, la décision a tardé à venir, préférant à la place une reconnaissance directe. C'est une bonne chose, même si je trouve que c'est un peu tard, un petit peu par rapport aux événements que ça dure depuis 2 ans. Après, avec les conditions qu'il y a, c'est par rapport, par exemple, j'ai vu qu'il fallait désarmer le Hamas et tout ça. Donc c'est quelque chose qui peut être compliqué à mettre en place. Et donc ce qui va retarder en fait la reconnaissance d'État palestinien. Ça aurait été mieux avec une reconnaissance directe sans condition. Moi je pense que c'est une bonne décision. Je pense que c'est bien que l'État palestinien soit enfin reconnu comme État indépendant. Sur le volet solidarité, la flottille Somoud, composée de dizaines de bateaux chargés d'aide pour les habitants de la bande de Gaza, a quitté Barcelone hier soir après que des conditions météorologiques orageuses aient les forcé à rentrer au port. Dans l'actualité également, les négociations entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont donné aucun résultat jusqu'à présent. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, exhortant les Européens à revoir leur position sans aucune influence étrangère.
Nous n'avons pas encore obtenu de résultats concrets. Les pays européens doivent agir honnêtement et de manière responsable compte tenu de l'histoire des négociations et compte tenu de ce qu'ils ont eux-mêmes accepté dans le cadre de leurs engagements au titre de la résolution 2231, de revoir leur position et de s'efforcer d'adopter une approche indépendante, libre de l'influence de deux acteurs destructeurs, le régime sioniste et les États-Unis. Les Houthis au Yémen ont annoncé ce mardi avoir ciblé un navire dans le nord de la mer Rouge avec 2 drones et un missile, affirmant que le navire était lié à l'entité sioniste. L'unité de drones des forces armées yéménites a mené 4 opérations militaires à l'aide de 4 drones. La première a visé le quartier général de l'état-major de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Yafa à l'aide d'un drone Samad 4. Les 3 autres opérations ont visé la centrale électrique de Hadera, l'aéroport de Lod à Yafa et le port d'Ashdod en Palestine occupée. Par la grâce de Dieu, toutes les cibles ont été atteintes. L'unité de drones et la force de missiles des forces armées yéménites ont mené une opération militaire conjointe. Cette opération visait le navire MSC Abi, qui violait la décision d'interdire l'accès au port de Palestine occupé et était lié à l'ennemi israélien. L'attaque menée dans le nord de la mer Rouge à l'aide de 2 drones et d'un missile de croisière a réussi à atteindre directement le navire par la grâce et le soutien de Dieu. Je vous en parlais en titre à J-2 de l'ouverture de la foire commerciale intra-africaine prévue à Alger du 4 au 10 septembre. Le Premier ministre algérien par intérim, Sifir Leyeb, a effectué ce mardi une visite d'inspection au palais des expositions des Pins maritimes dans la capitale pour s'enquérir des derniers préparatifs, au cours de laquelle il a notamment inspecté les espaces devant abriter les activités de l'IATF 2025 et s'est enquis de l'avancement des préparatifs au niveau des différents pavillons et stands et d'autres structures comme la salle de conférence, les studios et les espaces dédiés aux représentations artistiques où des explications lui ont été fournies par les responsables des travaux. L'événement, je vous le rappelle, verra la participation de plus de 2000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs, dont près de 200 entreprises algériennes et des délégations représentant 140 pays selon les organisateurs. Au Soudan, à présent, un glissement de terrain massif lié à des pluies torrentielles a ravagé un village montagneux du Darfour dans l'ouest du pays, faisant plus d'1 millier de morts dans ce pays déjà en proie à une grave crise humanitaire. Je vous le disais en titre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va rencontrer jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le président français Emmanuel Macron au cours d'une réunion d'alliés de Kiev à Paris. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz seront présents en visioconférence. Les discussions porteront notamment sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. De son côté, et depuis la ville portuaire chinoise de Tianjin, que le président russe Vladimir Poutine a affirmé que Moscou ne s'était jamais opposé à l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne et qu'il pensait qu'il était possible de trouver un consensus pour assurer la sécurité à la fois de la Russie et de l'Ukraine, et ce en marge de sa rencontre bilatérale avec son homologue chinois Xi Jinping. Naturellement, c'est une décision propre à l'Ukraine de choisir comment assurer sa sécurité, mais comme le stipulent des documents fondamentaux, notamment en matière de sécurité sur le continent européen, celle-ci ne peut être assurée au détriment de celle d'autres pays, y compris la Russie. Par ailleurs, et dans ce contexte, l'OTAN a indiqué s'efforcer de contrer le brouillage des vols civils, accusant la Russie, et ce 2 jours après qu'un avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a perdu accès à la navigation GPS en plein vol dans l'espace aérien bulgare.
L'OTAN prend le brouillage des signaux GPS très au sérieux et je vous remercie pour la question. C'est précisément pour cette raison qu'elle intensifie ses efforts en matière de technologie hybride, cybernétique. Le brouillage des avions commerciaux a des conséquences potentiellement désastreuses. Je ne dis pas que nous avons complètement résolu le problème, mais pour répondre à votre question, je peux vous assurer que nous travaillons jour et nuit pour contrer ce phénomène, l'empêcher et nous assurer qu'il ne se reproduira plus. To prevent it and to make sure that they will not do it again. L'Ukrainien Mikhail Shlesnikov a avoué avoir assassiné l'ex-président du Parlement, Andrei Paroubi, expliquant avoir agi par vengeance personnelle contre les autorités ukrainiennes après la disparition de son fils sur le front en 2023. Il a en revanche nié tout lien avec la Russie. Coopération sino-russe, la société russe Gazprom et China National Petroleum Corporation ont signé un accord visant à augmenter les livraisons annuelles de gaz à la Chine via un gazoduc existant et conclu un protocole d'accord pour construire le gazoduc de grande capacité Power of Siberia 2. Le président chinois Xi Jinping a appelé ce mardi à Pékin des efforts pour promouvoir la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. Il s'exprimait lors de sa rencontre avec le président iranien Massoud Pezeshkian à Pékin à la veille de la célébration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire de la Chine sur le Japon. Je tiens à exprimer ma gratitude à la partie iranienne pour son soutien à la Chine dans l'organisation de ce sommet. J'ai proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale afin de promouvoir la réforme et l'amélioration du système de gouvernance mondiale et de remédier aux déficits de gouvernance. La Chine est disposée à collaborer avec la communauté internationale, y compris l'Iran, pour promouvoir la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et à œuvrer ensemble à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Pour sa part, Massoud Pezeshkian a félicité la Chine pour l'organisation réussie du sommet de l'OCS, affirmant que sous la présidence tournante de la Chine, les États membres avaient renforcé leur confiance politique mutuelle et réalisé des progrès significatifs dans la coopération englobant divers domaines. L'Iran attache une grande importance au développement de ses relations avec la Chine et la considère comme un partenaire stratégique global. Quelle que soit l'évolution de la situation internationale et régionale, nous sommes disposés à collaborer avec la Chine pour mettre en œuvre le plan de coopération globale de 25 ans entre nos deux pays. Je suis également disposé à réaffirmer le ferme soutien de l'Iran à l'initiative de gouvernance mondiale proposée hier par le président chinois. Allez, direction la France où le président français Emmanuel Macron a réuni ce mardi le Premier ministre et les chefs des partis membres de sa coalition gouvernementale avant le rendez-vous avec François Bayrou dans l'après-midi. Le Premier ministre français qui enchaîne les réunions avec les différents partis pour obtenir un improbable dénouement de dernière minute leur confiance lors du vote du 8 septembre. Et les dirigeants français d'extrême droite ont appelé ce mardi à des élections anticipées après leur rencontre avec le Premier ministre français François Bayrou qui fait face à une motion de censure. C'est le cas notamment pour Marine Le Pen. À partir du moment où cela débouche sur est-ce que vous avez confiance ou pas dans le gouvernement, pour nous, la réponse est simple, nous n'avons pas confiance. Parce que la réalité, c'est qu'il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse construire un budget pour que notre pays ait un budget. C'est ça en réalité la seule solution qui soit démocratique.
Enfin, plus de 1400 personnes sont mortes dans le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan et qui a fait également plus de 3100 blessés, d'après un nouveau bilan annoncé ce mardi par le gouvernement, et ce, dans la seule province de Kunar, notant par ailleurs que plus de 5000 maisons y ont été détruites. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.